Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce début d'année 2024. J'en profite donc pour vous adresser mes meilleurs vœux et vous propose cette année encore de découvrir de nombreux Vosgiens et Vosgiennes. Et ça commence tout de suite avec au programme de la nature, de l'aventure et de la photographie. Et deux invités sont avec nous pour cette première de 2024, Antoine Gamin et Musher. Il partira cette année encore fin janvier en Norvège pour une course de 600 km avec 8 de ses chiens. Une aventure qu'il connaît déjà pour avoir participé à d'autres courses de ce type. Et il la prépare avec ses Alaskan Huskies, comme des sportifs de haut niveau. À ses côtés, Aurélien Villemain, lui aussi côtoie la nature, mais d'une autre manière, puisqu'il est notamment photographe animalier. Une passion qu'il s'est découvert pendant le confinement. Portrait de nos deux invités pendant 26 minutes. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Aurélien, je viens de le dire, la photographie c'est une passion assez récente finalement. Vous la découvrez pendant le confinement. Comment ça s'est fait finalement ? Pourquoi la photo ? Pour le coup, pendant le confinement, c'était l'occasion de profiter de ce qu'on avait autour de chez soi. Donc, moi, il y avait la forêt à proximité de la maison de chez mes parents. Donc, de fil en aiguille, on va dehors, on découvre, on observe des chevreuils, des renards. Et puis, on se dit, à un moment, il y a un petit déclic qui se fait. Il se dit, tiens, c'est bien de les voir, mais ça serait bien aussi de réussir à les approcher, les observer, et puis faire des belles images. Donc, de là, on se lance un peu dans ce challenge qui est la photo animalière. Et finalement, vous étiez pas du tout dans ce milieu. Alors, vous étiez dans le domaine de la communication quand même, donc il y avait quelques rapports à l'image, mais la photo, pas du tout. C'est quelque chose que vous connaissiez pas ? Ouais, c'est ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Bon, mon père faisait un peu de photos, mais c'est vraiment pas ce qui m'intéressait quand j'étais jeune. Et pour le coup, voilà, c'est vraiment une vocation qui s'est créée. Et formation tout seul, comment ça s'est fait ? Alors, la formation, il y a deux pans. Il y a bien sûr la partie terrain, parce que pour le coup, la photo animalière, c'est, on va dire, énormément de repérage. Donc, on apprend sur le terrain à comprendre le comportement des animaux, savoir où ils vivent, leurs habitudes. Et puis, bien sûr, il y a la partie un peu théorique, de lire, de se renseigner, et puis aussi de s'inspirer sur la partie artistique, sur d'autres photographes. D'autres photographes, on en parlera tout à l'heure d'autres photographes. Vous pratiquez la photo à l'affût ? Alors, il y a deux techniques que je pratique. Il y a bien sûr l'affût. Je m'en sers notamment pour les oiseaux, au moment du brame du cerf, mais il y a également ce qu'on appelle l'approche. Donc, l'approche, c'est-à-dire aller à la rencontre des animaux. Donc, ça demande un peu plus de technique pour minimiser le dérangement. Donc, c'est vraiment assez spécifique. Mais c'est quelque chose que je fais aussi, que je suis amené à faire dans certaines conditions. Quelles sont les sensations que ça procure d'être à l'affût, d'attendre ? Il faut être très patient quand même. Alors c'est de la patience, c'est presque de la méditation, on va dire, dans la nature, d'être à l'écoute du moindre bruit. C'est vraiment un état d'esprit de faire de la photo animalière. Et c'est enrichissant de faire ça. Il y a quelque chose qui se passe quand on est dehors dans la nature, qu'on est à l'écoute. Vraiment au contact avec la nature. Ouais, c'est ça. C'est une autre façon en fait de voir la nature quand on est dehors comme ça. On a l'habitude de la voir en randonnée, voilà, en se promenant dans nos belles Vosges, mais là on la voit d'une autre manière, une échelle plus restreinte, mais tout aussi intéressante. Antoine, le contact avec la nature, vous l'avez vous aussi, et vous partirez en Norvège à la fin du mois, je le disais tout à l'heure, pour une grande course avec vos chiens. 600 km de dépaysement, 600 km où il n'y a finalement que très peu de bruit. Ah, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Et pour le coup, là, c'est un peu comme mon collègue à côté. C'est vraiment, on est la méditation également, quoi. On voyage au rythme des chiens, donc c'est vraiment quelque chose de très relaxant, quoi. On est seul avec ses chiens, alors on croise de temps en temps quelques concurrents, et encore, parce que j'imagine Si, on croise des concurrents, on se double, on se fait doubler, on voit également énormément d'animaux aussi, parce que c'est vrai qu'il y a une faune quand même qui est assez sympa aussi à voir là-bas. Et puis non, on est globalement seul, mais on croise un petit peu de monde quand même, quoi. On profite de l'instant. Ouais, carrément. Et quand on est musher, ce voyage en Norvège, cette course, alors une des courses, sachant que ce ne sera pas la plus longue, il y en a une de 1200 km aussi. C'est ça, ouais. C'est un aboutissement, cette course C'est un aboutissement, ouais. C'est vrai qu'après, on rêve, nous, de celle de 1200 km, mais déjà terminer celle-ci, ce sera déjà très bien. Et c'est vrai qu'on commence à faire des belles courses, et c'est quelque chose de sympa, quoi. Alors, pourquoi on rêve de la 1200 km pour l'instant, qu'est-ce qu'il manque ? Il manque déjà un peu l'expérience quand même. C'est quand même pas le genre de course où on se lance sans connaître. Il faut quand même un petit peu d'expérience. On commence à en avoir, mais pas suffisamment. Il faut aussi beaucoup de chiens. Il faut entraîner pas mal de chiens. Voilà, il y a beaucoup de choses quand même à maîtriser avant de se lancer là-dedans. Alors, tout à l'heure, on parlait de la manière dont Antoine a découvert la photographie. Vous avez découvert comment le mushing ? Comment vous êtes devenu musher ? Moi, c'est vraiment en regardant un film de Nicolas Vanier. Ça m'a pris il y a 20 ans. Et puis, du jour au lendemain, on s'est dit, je veux faire ça, quoi. Et puis, on achète un premier chien, puis après, c'est parti, quoi. Est-ce que c'est pas un pari un peu fou dans les Vosges ? On n'est pas en Norvège. C'est moins évident, c'est sûr que c'est moins évident, mais on arrive à faire, et puis
pour l'instant, c'est encore faisable, quoi. On fait autrement que si on était en Norvège, bien sûr. C'est ça, on fait avec des roues, on glisse pas, on roule, et puis... Mais les chiens, voilà, ça change pas grand-chose. Qui tirent un traîneau ou qui tirent un quad, pour eux, c'est pareil, quoi. Allez, avant de poursuivre, on va découvrir 2 autres aventuriers et photographes que vous connaissez très certainement. C'est un reportage tiré de nos archives. Retour en 2020 avec les frères Rémusat qui présentent leur expédition en Norvège. Dans un ouvrage, on regarde, on en reparle juste après. Ambiance chaleureuse à la Cour des Arts, ce café associatif à Saint-Dié-des-Vosges, lieu d'ébullition culturelle qui mettait le cap vendredi soir vers des terres nordiques. Le public a ainsi partagé le dernier voyage des frères Rémusat. Il y a tout juste un an, Pierre et Thomas, ces 2 jeunes Vosgiens photographes naturalistes, traversaient la Norvège pour remonter le plus grand fjord d'Europe, pour ensuite rallier à pied la frontière suédoise. Un périple cofilmé par le duo père-fils Romain et Jean-Luc Gagné. Une aventure sportive et surtout fraternelle. C'est tout simple. On va monter en Norvège. Ok, super. Là, nos 2 amis vont mettre un kayak à l'eau. Ok. Ils vont traverser le plus grand fjord de Norvège et d'Europe. Pour l'instant, on se fait tabac. Allez, les frères Rémusat et le père et fils Gagné. Il manque plus que le Saint-Esprit, mais pour ça, on va s'en occuper pour qu'il soit là. Voilà la mise en bouche de cette affaire. C'est un regard croisé entre ce qu'ils ont vécu eux, leur aventure en van, en suivi logistique, et notre aventure à nous, où là, effectivement, on a fait 250 km de kayak et 400 km à pied sur les plus hauts massifs de Norvège. Je pense que c'est une introspection personnelle, parce qu'on a 24 jours pour apprendre à se connaître, pour apprendre à connaître notre esprit, notre corps, comment réagit notre corps par rapport aux événements, par rapport au climat, par rapport aux conditions. Ce soir-là, la musique originale était jouée en direct, donnant du relief aux images. Il y a une scène, par exemple, où ils sont dans un kayak avec des vagues énormes et l'image est écrasée. On n'a pas l'impression que les vagues sont énormes, mais vraiment elles sont énormes. Et quand ils ont vu les images avec la musique, ils ont ressenti la même chose que dans le kayak avec les vagues. Pierre et Thomas Rémusat ont une passion pour la Norvège qu'ils avaient déjà arpentée en photo. Aurélien, les frères Rémusat, vous connaissez ? Oui, je connaissais, ouais. Il faut dire que dans les Vosges, on a un petit peu d'inspiration. Il y a de quoi faire au niveau photographie et photographe animalier renommé dans les Vosges. Tout à fait. On parlera de Vincent Munier, bien évidemment, tout à l'heure. Mais en parlant de fratrie, Antoine, votre frère vous accompagnera cette année, c'est ça ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on part tout seul ? Est-ce qu'on part accompagné ? Sur ce type de course, en fait, on est toujours accompagné de ce qu'on appelle un handler, enfin 1 ou 2. Donc cette année, ce sera mon frère et puis un copain qui va venir. Et donc nous, on part en traîneau sur la piste et eux nous suivent de checkpoint en checkpoint avec la camionnette pour ravitailler, récupérer un chien qui serait fatigué ou qui serait plus apte à continuer. Donc voilà, tout simplement. Donc ce serait compliqué. Enfin, on pourrait pas le faire tout seul. Voilà, c'est ça, on peut pas partir. C'est une équipe complète, quoi. Alors vous parlez de récupérer un chien. On récupère un chien, mais on ne peut pas remplacer un chien. C'est ça, on peut pas remplacer un chien qui est retiré de l'attelage. Donc voilà, à nous de gérer pour que tout se passe bien. Comment ça se prépare une course comme celle-ci ? Alors vous, mais peut-être plus les chiens ? Alors beaucoup plus les chiens que nous. Nous, c'est vrai qu'on est en forme parce que, enfin, on se maintient en forme. Le fait de s'occuper des chiens, c'est quand même quelque chose qui faut être en condition, on va dire. Ça, ouais. Et les chiens, après, on leur fait faire énormément de kilomètres, tout simplement, hein. On démarre fin août, début septembre, par des petites distances, 6 km, et puis après on augmente progressivement jusqu'à arriver en entraînement sur terre à 70-80 km. Par jour Par jour, par sortie, voilà, ça cas. va dépendre un peu des sessions, mais voilà, en moyenne, entre 50 et 70 km par jour, 5 fois par semaine, quoi. C'est en quelque sorte des sportifs de haut niveau. C'est ça, complètement, hein, carrément. On se prépare, on les prépare pareil. Enfin, ah oui, c'est ça, c'est vraiment c'est des animaux qui ont des capacités qui sont énormes, et il faut vraiment les exploiter au maximum, et puis c'est quelque chose de sympa, quoi. Il faut vraiment les faire travailler, de toute façon, ils aiment ça, hein. C'est ça, c'est des chiens qui... C'est dans leur nature, finalement, Il y a vraiment pas de contrainte pour eux, hein. Si on fait ça correctement, en y allant progressivement, les chiens sont vraiment capables de faire des choses vraiment impressionnantes. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est des Alaskan Husky, c'est ça, ouais. Tous Oui. Toute votre meute ? Ouais. Donc, vous avez combien de chiens aujourd'hui ? On a 30 chiens maintenant. Et alors, combien partent avec vous ? Comment ça se passe ? Alors, on part avec 14 chiens, parce que dans nos 30, on a des retraités. On a des jeunes chiens qui n'ont pas encore l'âge de courir. Donc là, on part avec 14 chiens, et puis 8 feront la course. Mâle, femelle ? Mâle et femelle. Il n'y a pas de différence ? On aime bien avoir un peu des deux. C'est vrai que les femelles sont un peu plus à l'écoute, un peu plus rapides. Les mâles sont plus puissants, forcément.
Donc voilà. Et alors, il y a différents types de chiens qui peuvent être chiens de traîneau. Bien sûr, Vous avez choisi l'Alaska Husky. l'Alaska Pourquoi Husky, c'est parce que c'est le meilleur chien pour le traîneau, tout simplement. C'est un chien qui a été créé pour la compétition. Et donc, il est maintenant devenu bien, bien meilleur que toutes les races nordiques qui existent, quoi. Et jusqu'à quel âge un chien à partir de quel âge on estime qu'il est en retraite? En fait, ça va dépendre un petit peu du chien, mais en 10 ans, c'est bien. Là, on en a une, par exemple, cette année, qui a 11 ans, qui court encore. Alors, pour le plaisir, hein, pas pour la compétition. Donc voilà, elle va faire ses 10 km par jour, et puis elle retrouve le canapé le soir, et puis elle est contente. Aurélien, quand on se prépare à partir à l'affût, ça doit être complètement différent, j'imagine. Mais comment ça se passe? Alors, On anticipe sur quoi la préparation est différente, mais bon, il y a plusieurs points, hein, en fonction de la durée aussi de l'affût. Bon, il y a toute la partie repérage qu'on aurait effectuée auparavant, hein, parce qu'il faut déjà bien connaître son secteur, hein. C'est des heures de repérage à la jumelle, la caméra thermique, avec des pièges photos pour vraiment connaître les animaux. Une fois qu'on a cette connaissance et qu'on a défini une zone, faut aller se placer sur la zone. Donc là, faut prévoir tout ce qui est matériel de camouflage, hein, bien sûr son appareil photo si on est photographe, sans oublier les cartes mémoire, les batteries, ça c'est l'essentiel si on veut essayer d'immortaliser. Et puis après, c'est vraiment se fondre dans la masse quand on fait de l'affût. Et pour l'approche, pareil, c'est utiliser tout ce qui est camouflage, hein, toute tenue de camouflage spécifique. Et est-ce que vous avez des animaux que vous avez essayé de photographier en premier? Est-ce qu'il y a des animaux plus simples à photographier que d'autres pour démarrer? Alors, on connaît tous, hein, le chevreuil qu'on voit le plus fréquemment, hein, dans les Vosges, hein. C'est par celui-là en général qu'on débute, hein. Même si c'est un animal, on se rend compte qu'on ne connaît pas forcément énormément de choses, hein. Moi j'ai appris plein de choses sur le chevreuil. Puis après, on va évoluer petit à petit. Ça sera le cerf, le On en renard, voit passer quelques-unes de vos photos d'ailleurs. le loup, enfin voilà, toutes des espèces qu'on peut retrouver dans les Vosges et puis après à l'étranger aussi. Alors, jusqu'à atteindre la panthère des neiges ou pas? C'est un objectif. Bon, il y aura quelques paliers, hein. J'ai eu la chance de rencontrer le loup l'an passé en Italie. Donc là, cette année, ça sera la Pologne. Et après, ça sera le froid, donc sans doute la Norvège. Comme quoi. On parlait de Vincent Munier, on citait Vincent Munier tout à l'heure. Forcément, ça donne envie, c'est inspirant d'avoir quelqu'un comme ça dans le... Ouais, ce qui est vraiment inspirant, c'est l'approche artistique, c'est-à-dire que la nature, elle a vraiment un côté artistique quand on sait le regarder, et c'est ça qui est vraiment inspirant. Ce que j'aime particulièrement maintenant, c'est les ambiances plus que les gros plans sur les animaux. C'est vraiment faire ressentir l'ambiance, par exemple l'hiver, un matin de brume avec un animal qui passe dans une plaine. C'est vraiment quelque chose de fort, je trouve, dans la photo. On se sent un peu privilégié de vivre ces moments-là? Ouais, c'est vraiment un privilège, hein. Par exemple, quand on est au Brame du Cerf, qu'on a un combat de cerf devant soi, on se dit, waouh, on est content de s'être levé à 6 heures, d'avoir attendu 2 heures, et puis c'est vraiment un beau spectacle, un spectacle de privilégié, et puis une immersion vraiment totale dans la nature. On parle beaucoup de quiétude ces dernières années, encore plus avec la surfréquentation du massif. Il y a forcément des choses auxquelles on fait attention quand on va en forêt, quand on part prendre des photos, tout simplement. Ouais, il y a beaucoup de facteurs, hein. On parle notamment du vent, du sens du vent qui va pousser notre odeur, donc il faut faire très attention à ça. Et puis c'est surtout quand on approche les zones d'affût ou même quand on va approcher les animaux, c'est vraiment ne pas se précipiter. Moi, des fois, je mets 1 heure pour approcher des animaux, quoi. Donc c'est vraiment y aller tout doucement et puis éviter de les déranger au maximum, en sachant qu'on met toujours dans tous les cas un pas dans leur domaine, donc il faut vraiment minimiser cet impact. Oui, en fait, c'est nous qui allons les déranger en quelque sorte, parce qu'on essaye d'être le plus discret possible, j'imagine. Je dirais pas dérangement, mais voilà, on intègre leur milieu, donc voilà, c'est à nous de faire attention et d'être vigilants là-dessus. Ouais. C'est nous l'étranger à ce moment-là. C'est nous l'étranger dans le monde animal, ouais, c'est une autre vision en fait de la nature et de notre regard sur la nature. Sur la nature. Allez, on va poursuivre dans quelques instants, mais juste avant, je vous propose une seconde petite pause. C'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Deux questions, comme d'habitude, on ne change pas en ce début d'année. La première, pour quel fait marquant connaît-on notamment André Jegou et André Camimedi? Alors là, André Jegou et André Mehdi, ou André Camimedi. Alors, est-ce qu'ils ont participé aux Jeux Olympiques de Chamonix en 1924? Est-ce qu'ils ont créé la station de ski de la Bresse ou est-ce qu'ils ont réalisé un tour du monde au départ des Vosges? Alors, un tour du monde, les Jeux Olympiques de Chamonix ou la station de ski de la Bresse. Est-ce que vous avez une idée sur la question, messieurs?
Il y a Ah. une ou deux idées. Après, Alors c'est une allez-y, chance je sur vous trois. laisse vous lancer. Aurélien, allez-y. Moi, je dirais que ça serait la participation aux Jeux Olympiques de Chamonix en 1924. Bon, je vais dire la 3. La 3, un Ouais. tour du monde au départ des Vosges. C'est ça. Eh ben non, c'est bien la participation aux Jeux Olympiques de Chamonix en 1924. Les premiers Jeux Olympiques d'hiver d'ailleurs en 1924. André Jegoux faisait du patinage de vitesse et Camille Mehdi du ski de fond. Voilà, on a suivi une exposition. D'ailleurs, une exposition leur rend hommage actuellement à Gérard May. Voilà un reportage à découvrir dans notre journal. La deuxième question. Dans quel village vosgien a lieu un festival photo? Est-ce qu'il s'agit de Bouxurul, de Tignécourt ou de Ville-sur-Rion? Je laisserai la parole en premier à Antoine, parce que pour Aurélien, ce sera plus facile. Alors, On va dire Ville-sur-Lyon. Ville-sur-Rion. Lyon, pardon. Et ça Vous sera, connaissez la réponse, Aurélien, on ça en a sera parlé tout à l'heure. Tignécourt, ouais. Tignécourt, tout à fait. Ville-sur-Rion, c'est la brasserie, c'est un écomusée. Ah Bon, oui, c'est alors, vrai. vous connaissez aussi bien ce domaine. En plus, oui, c'est vrai. Eh bien non, c'est donc bien à Tignécourt qui a le festival Nature Image chaque année. Est-ce que c'est un festival où vous êtes déjà allé? Vous avez déjà participé? Pas encore? Alors, j'ai pas participé, mais je me rends chaque année sur les expositions. C'est mené par Fabrice Caès et son équipe. Tout à Donc fait. c'est toujours très intéressant. Toujours de belles expositions et puis des artistes vraiment de renommée internationale qui y vont. Donc, c'est toujours très agréable. Peut-être que dans quelques années, ce sera vos photos Eh qu'on oui. qu'on viendra voir. En parlant de festival, Aurélien, est-ce que des expositions ont déjà été faites, sont au programme? Expliquez-nous un petit peu. Ouais, bien sûr. J'expose régulièrement, que ce soit sur des marchés de Noël. Par exemple, j'ai fait Plombières cette année. Aussi sur des expositions en plein air. On en fait une chaque année avec l'association La Vigotte Lab. Donc du côté du Girmont-Val d'Ajol. Donc c'est un petit parcours qui se fait en plein air, très sympa, d'une petite demi-heure. Donc ça se renouvelle cette année avec une thématique sur les couleurs et la nature. D'accord, les couleurs et la nature. On va reparler un peu de Norvège avec vous, Antoine. Et dites-moi, est-ce qu'il y a des contrôles pour les chiens? Est-ce que Ah oui, comment ça se passe? Tous les chiens peuvent participer? Il y a des contrôles vétérinaires, je ne sais pas. On a des contrôles vétérinaires avant la course. L'état des chiens est très suivi. Donc déjà, un chien doit être apte à prendre le départ physiquement. Donc voilà, un chien qui serait pas trop maigre, voilà, ou même trop gros. Un chien qui serait Bien trop sûr, gros, ouais. mais n'aurait pas le droit de courir. Et après, on est suivi tout le long de la course. On a sur les checkpoints, les contrôles vétérinaires, donc le cœur, si le chien n'a pas trop maigri, enfin tout ça, les articulations. C'est très suivi donc. Et puis un chien qui serait plus apte à courir, évidemment, serait retiré du. Ça sera retiré. Généralement, on n'attend pas l'avis du veto. On sait très bien que voilà. On connaît ces chiens. On connaît très bien ces chiens. Et puis, mais c'est vrai qu'avec des fois un peu le manque de sommeil, voilà, les vétos nous aident bien pour ça, quoi. C'est en fait en continu, vous dormez, comment ça se passe? On dort très peu, nous. Hein, voilà, c'est 3 jours de course où on dort pas. Et puis, on s'occupe beaucoup des chiens, on les fait courir. Donc, c'est fatigant pour eux, c'est fatigant pour nous aussi, quoi. Et voilà, c'est non-stop. 3 jours, vous estimez? C'est ça. Si on fait ça en 3 jours, ce serait très bien, quoi. On devrait être dans les eaux là, quoi. Et avant le départ en Norvège, il y a encore des sorties dans les Vosges? Comment... Oui, c'est ça, voilà, il y a encore pas mal d'entraînement. Jusqu'au dernier moment, on va entraîner, puis après, on charge le traîneau, puis on s'en va. D'accord. Alors, on sait que la neige se raréfie dans les Vosges. On parlait tout à l'heure d'entraînement plutôt sur roue qu'en glissant. Ouais. Vous avez aussi une activité avec les touristes. Est-ce que, malgré le manque de neige, les touristes ont toujours envie de découvrir on a beaucoup de demandes. Hein. C'est vrai que les touristes préféreraient avoir de la neige, mais voilà, on n'en a plus. Donc on a adapté, on a des engins à roues, on peut mettre des familles complètes, et puis c'est tout aussi sympa, quoi. On sort des vacances de Noël. Est-ce que ça commence à fonctionner? Vous avez fait des sorties? Oui, ça a plutôt bien fonctionné. On a des groupes, des familles qui viennent, donc c'est toujours un plaisir de leur faire découvrir tout ça, notre passion. Et puis les chiens bien, ils ont plein de caresses. Donc. Ça rentre dans leur préparation finalement ou... Ouais, aussi, c'est ça, on continue. Hein, de toute façon, ça, voilà, on joint l'utile à l'agréable, et puis donc c'est très bien. On a uniquement parlé de photo animalière, Aurélien, mais vous avez aussi développé d'autres compétences. Est-ce qu'il y a en quelque sorte un côté lucratif, un côté plus passion? Alors l'idée c'est la passion, c'est la photo animalière, mais l'idée c'est aussi de développer des stages. En fait, je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient pas forcément les animaux, avaient un peu peur par exemple d'aller au Brame du Cerf. Donc moi j'ai décidé de les emmener avec moi dans des stages que j'appelle des stages d'observation animalière, où l'idée c'est qu'ils viennent avec moi sur une demi-journée, une journée, et on va à la rencontre des animaux qu'on peut croiser dans les Vosges et qui sont bien nombreux pour le coup. Donc c'est en toute saison et puis accessible à tous, hein. Donc aussi bien des photographes que des familles qui ne sont pas du tout photographes, hein. C'est vraiment une belle expérience et une belle immersion en pleine nature.
Et cette photo justement qui est devant vous, c'est une photo issue d'un stage? Ouais, c'est lors d'un stage au printemps, il y a 2 ans, celle-ci, où on a eu la chance d'observer un jeune renard qui a fait une petite sieste devant nous. Donc ça, c'est vraiment des moments qu'on peut avoir uniquement en immersion en pleine nature. Et c'est vraiment plus qu'agréable quand on voit ça. Alors on parlait de quiétude tout à l'heure, est-ce que c'est aussi ces stages montrer qu'on ne va pas n'importe comment dans la forêt, qu'on ne va pas, voilà, on disait, on rentre dans un territoire, comment ça se passe? Alors il y a vraiment cet aspect sensibilisation qui est important, cet aspect cohabitation, hein. Il faut se rappeler que la forêt, il y a nous, mais il y a d'autres parties prenantes, et puis il y a bien sûr les animaux. Donc je tiens vraiment à faire cette pédagogie-là avec les personnes qui viennent avec moi en stage. Il y a quelques petites astuces, et puis après, je pense que les gens qui sortent des stages ont un autre regard en se disant, là, on va essayer de faire moins de bruit, de parler un peu moins fort en forêt pour tenter d'observer des animaux. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe quand les gens vont en stage. Même si derrière, ils ne font pas de photos, même voilà, des réflexes à adopter quand on va se balader, des choses comme ça en fait. C'est ça, ouais, des réflexes de dire, par exemple, les gens ont tendance à se croire chez eux, par exemple, quand ils sont en forêt, à parler très fort. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit après, voilà, on parle un peu moins fort. Quand on arrive en bordure de champ, on avance tout doucement pour voir si des fois il y a quelque chose. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se fait. C'est plutôt agréable d'avoir un retour sur ce qu'on fait. C'est ça, on sent que ça a servi à quelque chose. Ouais, tout à fait, ouais. Comme ça. Il y a beaucoup de formations, beaucoup de stages que vous proposez Ouais, en fait, je fais des circuits dans les Vosges. Donc, il y a des parties qui se font plus du côté de la plaine, d'autres en moyenne montagne. Donc, c'est vraiment très varié. Et ça se fait toute l'année. Donc, c'est ça l'avantage, c'est que les gens réservent et puis on définit une date ensemble. Ça plaît énormément puisqu'on peut partir aussi bien au printemps comme au moment du brame ou alors l'été, profiter des belles soirées d'été. Est-ce que c'est devenu votre activité principale aujourd'hui, la photo? Alors la photo, ouais, c'est mon activité principale. J'effectue donc tout ce qui est formation, donc les stages, et bien sûr tout ce qui est aussi la partie photo d'entreprise et les mariages, qui est une autre partie de mon activité. C'est ce qui permet d'avoir une partie passion photo animalière. C'est ça, de mêler un peu la passion et le métier derrière. Il n'y a rien de plus agréable que de pouvoir vivre de sa passion. Tout à fait. Comment vous vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce qu'on rêve un jour d'aller dans certains... Alors, vous nous parliez de la Norvège tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un endroit, un animal que vous aimeriez photographier? Je dirais pas qu'il y a un seul animal, parce que en fait moi, tout ce qui est sauvage m'intéresse au niveau des animaux. Donc, l'idée, c'est d'aller découvrir des destinations à travers le monde, mais aussi en France, parce qu'en France, on a quand même une énorme richesse à explorer. Ne serait-ce que dans les régions limitrophes, on a vraiment énormément d'animaux à aller observer. Donc, je pense qu'il y a un beau challenge dans les années à venir sur l'observation animalière autour de chez nous et dans d'autres pays. Alors, Antoine, comment ça va se passer là? Donc, vous partez, combien de temps avant la course vous arrivez sur place? On arrive sur place 1 mois avant la course. Ah oui, donc ça laisse le temps de s'habituer, de s'acclimater. Acclimater les chiens, moi aussi pour le coup. Continuer à les entraîner dans des belles conditions de neige sur des longs parcours pour le coup. Et puis après on monte, alors parce que nous on est logé chez un copain en Norvège, donc il y a 2000 km quasiment depuis chez lui pour monter sur la course, donc c'est... Voilà. Il y a encore une étape. Encore un peu 2 jours de route de voiture, en voiture, donc c'est quand même... Parce que là, les chiens, vous vous déplacez donc en camionnette, en camionnette. Elle est aménagée avec les cages pour les chiens, et puis pour pouvoir prendre tout le matériel et tout ça, quoi. Donc c'est déjà une expédition en soi. C'est ça, avant d'arriver sur place. Donc objectif 3 jours de course, terminer la course, j'imagine, premier objectif. Déjà terminé, et puis terminer avec des chiens en bon état, on va dire. En bonne santé. En bonne santé, voilà, avec des chiens heureux. Et nous, ce sera déjà ça l'essentiel, quoi. Une course par an, une course tous les 2 ans, comment... Alors là, on y va, on va faire 2 courses. La principale, 600 km, une autre un peu plus petite, 350. Voilà, on y va généralement tous les 2 ans, on monte en Norvège. Et après, l'objectif, ce sera la 1200 ? 1200, ouais. C'est une autre étape, un autre stade. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour y arriver ? Il faut partir plus longtemps en Norvège pour entraîner. C'est ça. Ou alors habiter en Norvège. Ou habiter en Norvège, c'est ça. Ouais. Ça, c'est encore un autre débat. Oui. Écoutez, on suivra votre course. Le départ est prévu pour quand ? Alors, on part pour la Norvège le 29 janvier. Et le départ de la course ? Le 9 mars. 9 mars, on suivra ça. Et vous, la prochaine expo, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Donc la Vigot Lab? Ça sera au mois d'avril, mais on est en train de caler la date, mais ça se fera encore le temps au printemps. de parler de tout ça. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.